Donc en 1994, le cancer est déjà très ancien. Bon, on l'a plus ou moins jugulé, mais il n'est toujours pas guéri. Et François Mitterrand, donc, essaie les produits Beljanski. Et pendant un certain temps, à la suite de cet essai, dans les années 94-95, et d'ailleurs les chroniqueurs de l'époque le notent, on constate chez le président Mitterrand un certain regain de vitalité. Beaucoup de gens le croyaient perdu et pensaient même qu'il ne finirait pas son mandat. Et comme chacun sait, il l'a terminé. Alors, c'est relaté dans la presse, bien entendu, et les Beljanski espèrent que là, ça va permettre une ouverture. Mais deux choses. Premièrement, François Mitterrand reste très discret et ne cite pas le nom de Beljanski. Il reconnaît dans certains articles que les produits qui lui ont été conseillés par son médecin ont été efficaces, mais rien n'est dit. En fait, il n'y a pas vraiment un soutien apporté à Beljanski. Ça reste tout de même très, très discret. Et deuxième chose très importante, c'est que non seulement cela n'aide pas les Beljanski, mais c'est le contraire. Il est évident que ceux qui ne veulent pas que ces produits révolutionnaires aient droit de cité et bouleversent complètement la cancérologie classique vont se déchaîner plus encore. Beljanski devient l'homme à abattre. Alors, de 94 à 96, il y a une sorte de statu quo, parce que on se dit que quand même c'est ennuyeux, puisque le président utilise ces produits. Je crois même qu'une ministre, Mme Simone Veil, si mes souvenirs sont bons, fait une remarque à cet égard. Enfin, où va-t-on si le président utilise des produits interdits? C'est évidemment, on est au bord du scandale. Mais bon, on n'ose pas trop quand même faire quelque chose contre Beljanski tant que Mitterrand est vivant, parce qu'on craint que peut-être il intervienne. Et le décès de François Mitterrand signe pratiquement l'arrêt de mort du laboratoire Beljanski. À partir de 1996 donc, là c'est vraiment c'est la mise à mort de Beljanski, mise à mort entre guillemets, mais qui aboutira malheureusement à sa mort réelle. Mais d'abord, on commence sur le plan judiciaire. Dès 1994, il y a donc plainte naturellement de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens contre Beljanski et son laboratoire. Il y a des procès. Beljanski en gagne un d'ailleurs. Il y a non-lieu. Il n'est pas démontré que Beljanski est dans l'illégalité. Mais on revient à la charge. Et puis alors, il y a d'autres moyens. Le fisc s'en mêle. Tous les moyens sont bons pour essayer d'abattre le laboratoire. Alors, le fisc s'en mêle et on arrive à quelque chose d'effarant, c'est qu'il y a un trésorier payeur qui bloque les comptes Beljanski, qui fait une saisie, qui met une amende, et il sera prouvé par la suite qu'il a agi de façon tout à fait illégale. Et il sera désavoué par la justice. Mais en attendant, les Beljanski subissent les épreuves. Et il faut bien comprendre que il n'y a pas que les effets d'ordre pratique, mais que naturellement, là encore, on retrouve ce stress permanent contre un homme qui est d'autant plus convaincu de sa vérité, de sa juste cause, et qui se trouve traité, en fin de compte, comme quasiment un criminel. Les patients et les disciples de Mirko Beljanski ont constitué une association, le Centre d'innovation, de recherche et d'information scientifique, le CIRIS, qui a évidemment qui gère beaucoup de choses autour du laboratoire Beljanski, qui lui, bien entendu, son principal travail, c'est la recherche et la mise au point des produits. Et cette association va être attaquée, elle aussi, enfin attaquée, du moins mise en accusation, par le fisc notamment. Et on va chercher aussi par ce biais à contrer l'action de Beljanski. Alors, le siège du CIRIS et du laboratoire Beljanski, c'est dans un petit village, le Saint-Prime, d'Isère, très tranquille. Et voilà qu'un beau jour, les habitants de ce village voient débarquer une opération de gendarmes extraordinaire. Le village est encerclé pratiquement. Et alors là, c'est l'affolement. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un groupe terroriste dans le secteur? Enfin bon, c'est vraiment quelque chose de tout à fait inattendu. Et tout simplement, on vient investir
le laboratoire de Beljanski et le CIRIS, saisir tout ce qu'on trouve sur place, tous les documents, y compris, ce qui est très curieux, le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché, qui ne pourra pas être déposé à ce moment-là tout simplement parce qu'il est saisi. On saisit enfin tout ce qu'on peut trouver, et ce qui est tout de même extraordinaire, parce que on se demande si une opération de cette importance aurait été déclenchée contre de vrais terroristes ou de vrais malfrats. Parce que des gendarmes vont se trouver mobilisés aux quatre coins du pays, puisqu'on va même aller chez les patients, leur dérober leurs médicaments, leurs produits Beljanski sur leur table de nuit. C'est le cas notamment de Gérard Wedlich, qui est le président du CIRIS et qui continue de se battre vaillamment pour le succès des produits Beljanski, et qui déclare d'ailleurs, lorsqu'il arrive devant un tribunal, voilà, je suis un survivant illégal, parce que j'ai préféré survivre avec les produits Beljanski que de me laisser mourir. Alors, on arrête Beljanski pour l'emmener devant le juge d'instruction qui se trouve à Paris. Et cet homme qui a 73 ans à l'époque, qui n'a absolument rien à se reprocher, bien entendu, on peut toujours lui faire des procès, mais alors là encore, on peut parler de la présomption d'innocence. Cet homme de 73 ans, qui est un scientifique émérite, et ça, c'est une chose incontestable, va être traîné jusqu'à Paris, de Lyon à Paris, menottes aux mains. Alors là encore, le stress est énorme. Et je dirais même, heureusement c'est un homme de caractère, mais enfin, que chacun essaie d'imaginer, de se mettre à la place de cet homme, c'est tout de même un sentiment effarant d'injustice. Je te dis, mais alors tout est possible. Tout est possible. Si moi, on me met les menottes parce que j'ai trouvé les produits qui guérissent les malades, c'est que tout est possible dans ce pays. Alors le sol se dérobe sous vos pas. Comment peut-on réagir sainement devant une telle situation? Bon, alors, où en sommes-nous de l'affaire Beljanski qui continue, puisque après le décès de Beljanski, sa femme et sa fille ont continué de se battre sur le plan judiciaire. Rappelons aussi ce qui est très important, qu'elles ont organisé à New York, en Amérique, une fabrication des produits Beljanski qui sont expédiés dans le monde entier, bien entendu, librement. Mais l'affaire Beljanski en France, nous ne sommes pas au bout, et il faut tout de même arriver à réhabiliter cet homme qui n'avait non seulement rien à se reprocher, mais qui devrait être félicité et décoré, fût-ce à titre posthume. Donc, entre-temps, Mirko Beljanski est décédé d'un cancer foudroyant, et bien entendu, c'est une aubaine pour ses détracteurs de dire « Ah, voilà un homme qui prétend guérir le cancer, il meurt d'un cancer. » Ah oui, mais tous les cancérologues savent très bien l'importance énorme que joue le stress, à la fois dans le déclenchement des cancers, et il est pratiquement impossible de guérir un cancéreux qui est perpétuellement agressé sur le plan psychologique. Parce que tout le monde sait qu'un stress massif produit immédiatement une baisse du système immunitaire, un effacement des défenses. Naturellement, Beljanski a aussitôt utilisé ces produits, et il a obtenu tout de même un premier rétablissement, une rémission importante. Mais comme les tentatives contre lui et ce qu'il avait fait ont continué, il ne pouvait pas, ces produits, tout en étant efficaces, ne pouvaient pas être miraculeux, ne pouvaient pas renverser une situation insoutenable. Alors, Mirko Beljanski meurt le 28 octobre 1998, et je vais vous lire une partie de l'oraison funèbre de Gérard Wedlich sur sa tombe. C'est l'accumulation de tous ces stress nuisibles qui l'ont conduit à une troisième rechute fatale, car en fait il y avait eu deux rétablissements. Alors il a décidé d'arrêter tout traitement, de refuser tout soin et même de s'alimenter, signant ainsi un rapide décès, car la qualité était toute sa vie. N'ayant plus ni les moyens ni la force de poursuivre ses recherches, indigné d'être privé de parole et de liberté par un pouvoir cynique et méprisant les faits, cette vie-là ne l'intéressait plus. Le choix de son départ est l'exact reflet de son amour pour une vie pleine et entière.